d'aucune origine, sinon que je suis gabonais et citoyen un peu du monde. Je me sens terriblement lorrain et terriblement alsacien, donc par ricochet. Ça va faire sourire beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains quand on sait la petite guéguerre entre les deux pays. Voilà, je suis un raconteur. Enfin, je préfère dire de moi que je suis un peu un fou, mais un fou amoureux des gens, quoi. Je vis pour les rendre heureux, j'aimerais changer le monde. C'est prétentieux un peu. J'aimerais au fait emmener les gens au bonheur des choses simples. Parce que je suis convaincu que grâce aux histoires, grâce aux contes que je raconte, je parviendrai à mener les gens au bonheur qui, moi, m'anime. Quand j'étais enfant, au Gabon, on me racontait souvent des histoires. Et je sais que tous ces contes qui m'ont été racontés quand j'étais enfant, aujourd'hui, ils me réapparaissent sous un autre angle en fonction des situations de la vie. Et voici pourquoi, voilà, ici, j'essaie de partager ça, partager ces histoires que j'ai entendues, et parce que je pense qu'elles sont porteuses vraiment de bonheur, qu'elles sont porteuses de vérité universelle. Il était une fois, il était une fois, il y a de cela très très longtemps, dans un petit village en Afrique, un village planté entre 4 collines. C'était un village d'animaux, il y avait tout plein d'animaux d'Afrique, il y avait des... c'est quoi des animaux d'Afrique? Il y avait des quoi? Des zèbres exactement, il y avait des lions, lui, il y avait des girafes, il y avait des éléphants, lui, il y avait des hippopotames exactement, il y avait des rhinocéros exactement, il y avait des crocodiles. Des quoi? Des crocodiles. Des crocodiles avec des grands dents pointues, oui. Dans ce petit village d'animaux, il y avait surtout un tout petit animal qu'on reconnaissait très bien parce que cet animal, il porte sa maison sur son dos. Plus grand qu'un escargot. Une tortue. Il y avait une tortue. Une fameuse tortue connue partout dans le monde entier que l'on appelait Baba Yaga Gogo, la petite tortue. J'aimerais aussi partager la morale. Voilà un mot qui est devenu un gros mot. Je pense que la morale, c'est bien, c'est très bien d'inculquer un peu de morale. Quand j'étais au Gabon, je me rappelle à l'école primaire, on avait toujours en bas de notre cahier, on traçait un trait et puis on écrivait moralité, c'était la morale du jour. Tous les contes africains aboutissent toujours à une morale, une valeur que une génération veut transmettre à une autre. Et sans faire de la sociologie de comptoir, je crains qu'en Occident, on a jeté la morale en 68, on a dit c'est une mauvaise chose, il est interdit d'interdire, et puis voilà, chacun fait comme il veut, et il n'y a plus de vérité absolue. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose d'optionnel, des valeurs de vivre ensemble, c'est optionnel. Non, moi les contes, je raconte pas pour le spectacle, pour le show, pour distraire. Mes contes aboutissent toujours, et ça je le revendique, à une leçon de morale. Si des gens se moquent de vous parce que vous êtes différents, parce que vous n'avez pas des baskets Adidas, des baskets Nike, beaucoup d'argent, ou bien parce que vous êtes juste pas comme les autres, des cheveux rouges, ou bien parce que vous n'avez pas la même couleur de peau, parce que vous êtes trop blanc, on se moque même des autres parce qu'ils sont noirs. On dit, hey, t'es noir comme le caca. Vous avez jamais entendu ça dans votre école? Et vous savez, si on se moque de vous, on dit, t'as pas de valeur, t'es pas comme nous, va-t'en, tu joues pas avec nous. Vous savez ce que vous devez dire? Eh bien, moi je suis comme la petite tortue Baba Yaga Gogo. Je suis riche de la différence. Je me refuse à être le conteur africain, à m'enfermer dans une identité comme ça. Voilà, je suis gabonais et pourtant je parle français, donc ça veut dire que mon identité est multiple, et donc je me refuse à un conte poussiéreux, folklorique, avec le tam-tam et tout. Je visite aussi bien les contes lorrains, le patrimoine alsacien, les contes juifs yiddish, les contes arabes des Mille et Une Nuits, parce que je pense que toutes les nations, tous les peuples n'ont pas inventé l'écriture, mais tous les peuples ont inventé les contes. C'est surprenant. Tous les peuples n'ont pas inventé l'écriture, mais tous les peuples ont inventé les contes. Et on retrouve des constantes, des histoires qui réapparaissent dans toute les cultures.
On va trouver des variantes du petit chapeau en rouge, des variantes de barbe bleue dans toutes les cultures. Ça veut dire que c'est essentiel le conte, que c'est essentiel de ne pas l'enfermer comme un art que l'on va codifier, que l'on va enfermer dans un musée avec une théorie. Ça doit être quelque chose qui doit rester simple, accessible. Ça ne doit pas être des marginaux, des sortes d'intellos, des parvenus, des gens qui auront une intelligence supérieure aux autres, qui pourraient pratiquer cet art. Et donc c'est un art populaire et je le revendique, ce côté populaire non intellectuel. Alors là, la baleine qui était ronde comme un ballon de football, elle regarde la petite tortue, elle dit « Non, tu n'es pas un animal de la mer parce que les animaux de la mer, ils n'ont pas des pattes, ils ont des... Ils ont des... Ils ont des... Alors que toi tu as des... Tu as des... Non, petite tortue, tu n'es pas un animal de la mer. Ta mère ne vit pas dans la mer. Va-t'en. Et les contes alsaciens, les contes lorrains, ils sont fameux, ils sont merveilleux, ils sont porteurs de vie, ils sont porteurs de bonheur, ils sont porteurs d'espérance, et de drôlerie. On ne va pas le faire de façon académique, rigoureuse. Voilà, je pense que quand on rit, quand on a peur, on saisit mieux, on marque. Souvent, avant de raconter une histoire, je demande souvent aux enfants, vous voulez écouter une histoire qui fait rire ou plutôt une histoire qui fait peur? Et là, j'ai tous les bambins, tous les enfants qui crient, une histoire qui fait peur. Une histoire qui fait peur. Et là, je vais faire le psy de comptoir, par contre. Là, je vais le faire. Je pense que on cherche à se faire peur. On a besoin de se faire peur, mais pour dépasser sa peur. Contrairement au cinéma qui va nous imposer une image violente, la richesse du conte, c'est que l'image, c'est nous qui la créons. C'est l'enfant qui la crée dans sa tête. Et elle ne sera jamais au-delà de ce que lui, il peut supporter. Et donc, il va dompter ses peurs. Ses peurs d'enfant d'abord, mais les peurs futures. Quand cette idée a dit la petite tortue, alors elle a pris ses baskets, et là, elle a voulu pour aller voir le roi de la terre. Et le roi de la terre, il était là, devant elle. Et vous savez, c'est qui le roi de la terre? Le plus grand. Oh, plus grand qu'un lion. L'éléphant. L'éléphant, mais attention. Je veux tout simplement dire que les contes nous permettent de grandir. Les contes sont initiatiques. Dans une société où il n'y a plus de rite d'initiation, voilà, la peur que l'on a vaincue, la peur du loup. On s'est confronté à cette peur et puis on arrive à la dépasser. À un moment, on n'a plus peur. On n'a plus peur du noir, on n'a plus peur de certaines histoires. Bien, on a grandi. Et après, on va jouer à se faire peur. Mais on n'aura plus peur, on va avancer dans la vie. Et plus personne ne va nous faire peur, on va avancer. C'est à cela que servent les contes. Et je trouve terrible, je trouve dommage que les contes, cette chose de primaire, de premier, est en train de disparaître. Heureusement, il y a un renouveau du conte. Je ne peux pas me présenter sans vous raconter une petite histoire quand même, c'est pas possible, mais vraiment une toute petite. L'esprit d'en haut et l'esprit d'en bas avaient chacun un fils. Le fils de l'esprit d'en haut s'appelait celui qui ne donne jamais rien du tout. Le fils de l'esprit d'en bas s'appelait celui qui veut tout. Un jour, celui qui ne donne jamais rien de tout est allé à la chasse. Il a vu une gazelle, il l'a tuée. Mais le pauvre malheureux, il n'a pas de couteau pour découper la gazelle et la mettre dans sa gibecière. Il cherche dans les fourrés épaisses pour voir s'il ne trouve pas un objet tranchant, mais rien du tout. Heureusement là, passé par là, celui qui veut tout, le fils de l'esprit d'en bas. Et celui qui veut tout, le voilà accroupi dans l'herbe, il lui dit, que cherches-tu? Il dit, je cherche un couteau. L'autre, il a un couteau, il veut tout, il a tout, il lui donne le couteau. Celui qui ne donne jamais rien du tout découpe la gazelle, il la met dans sa gibecière. Puis il dit merci, il tourne le dos et il met le couteau avec dans la même gibecière et il s'en va. L'autre lui dit, hey, mon couteau, tu vas où comme ça avec mon couteau? Et là l'autre lui dit, demande-moi quel est mon nom? Quel est ton nom? Je m'appelle celui qui ne donne jamais rien du tout. Je ne peux rien te donner du tout, pas même ton propre couteau. Il faut que j'honore le nom que l'on m'a donné. C'est le nom que le père d'avant mon père a porté. Et je dois honorer ce nom. Et c'est important de respecter la tradition.
nous dit, tu as raison. À ton tour de me demander comment je m'appelle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle celui qui veut tout. Donc tu dois me donner tout. Mon couteau pour commencer et la gazelle avec. Tu comprends, hein, qu'il faut que j'honore le nom qu'on m'a donné. Il faut que j'honore ce nom. C'est le nom que le père d'avant mon père avait porté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je ne donne jamais rien du tout, toi tu veux tout. Alors ils se battent. La première guerre, le premier conflit, la première bataille, les premiers malheurs dans le monde. Heureusement passa par là, 1000 ans plus tard, le fils de l'esprit du milieu qui les voit en train de se battre. Ils demandent pourquoi ils se battent. Ils expliquent. Et l'autre leur dit, il s'adresse à celui qui ne donne jamais rien du tout. Demande-moi comment je m'appelle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle rien du tout. On sait tous que donner tout à rien du tout, c'est comme ne donner rien du tout. Donne-moi tout, et tu auras honoré ton nom. C'est comme si tu n'avais donné rien du tout. Il s'en va, heureux d'avoir honoré le nom qu'on lui a donné. Et l'autre dit, moi je veux tout, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Ne rien du tout lui dit, si je te donne tout, c'est comme si je t'avais donné rien du tout. Par contre, si je ne te donne rien, c'est comme si je t'avais donné tout. Il n'a pas tout compris, mais il accepte. Et là, le rien du tout brasse tout le vide qu'il peut mettre dans ses mains, et il les lui donne. Et l'autre, heureux d'avoir honoré son nom, s'en va. Heureux d'avoir eu tout de rien du tout, c'est-à-dire tout point. Ou rien, ça dépend, mais tout. Pour lui, c'était tout. Mais le rien du tout se dit, si je reste avec tout, c'est comme si je n'avais pas honoré le nom que l'on m'a donné, je suis rien du tout. Et le rien du tout nous a tout laissé, il s'en est allé. Voilà, je pense que ce petit conte gabonais permet de résumer la posture du conteur. Le conteur est là pour donner. Il prend tout que d'autres avant lui lui ont donné, puis c'est un passeur de valeurs, un passeur de mots. On est dans une société où on veut tout, et on est dans une société où on ne donne rien du tout. Et les rien du tout, les petits riens, les petits gens, soit ils essaient d'appartenir à une des deux familles, soit ils revendiquent le fait de n'être rien du tout, et finalement se rendent compte que c'est eux qui sont finalement tout, quoi. Le fait qu'ils passent les choses, ils sont à la fois l'un et l'autre. Et moi, ce conte-là, je suis sûr qu'il en existe des variantes dans les mythologies d'ici et d'ailleurs. Mais voyez-vous, la force du conte, c'est que des choses aussi complexes, porteuses de philosophie aussi profonde, grâce au conte, c'est accessible aux plus petits. Et c'est obscur pour les plus sages. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet Mulhousien.